Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Salon Tactique, 10e épisode, je crois, ou 9e. Bref, c'est dans l'air du temps. J'espère que vous passez une très bonne semaine et qu'aujourd'hui a été haut en couleur et en émotion pour vous. La phase de poule de l'équipe de France est terminée, mais pas que celle de l'équipe de France, il y a également celle de l'Argentine, de la Pologne, du Mexique, de l'Arabie Saoudite et du Danemark, du très décevant Danemark. Nous allons en discuter aujourd'hui. On était en train de discuter juste avant de lancer l'émission que pour cette 10e, tous les soirs, on a relativement été nickel, à l'heure et tout ça. Et c'était très gratifiant de commencer à voir souvent les mêmes pseudos, comme j'ai dit hier soir. Donc, merci à vous de votre fidélité. Ça fait plaisir de vous retrouver. Toujours avec monsieur Dan Pérez. Comment vas-tu, monsieur? Salut Zach, ça va bien? Pas le meilleur match de l'histoire des Bleus en Coupe du Monde, mais Non. ça va, on a eu une soirée riche en émotions ensuite. Monsieur Raphaël Cosmidis, quelle a été ta première réaction quand tu as vu le 11 annoncé? Ma première réaction, ça a été, bah, j'ai entraînement à cette heure-là avec mes U14 et c'est pas si mal du coup que je rate le match. Je l'ai rattrapé juste après là dans la foulée des matchs, je l'ai rattrapé en x2, ce qui m'a peut-être permis de voir plus certaines choses, mais de voir moins d'autres. Ouais. Non, mais écoute, oui, on s'était bien planté finalement dans notre preview avec, en se disant que certains allaient jouer pour, continuer à enchaîner, que Mbappé allait jouer pour marquer, tu vois? Et finalement, Ouais, ça a été une totalement. grande revue d'effectifs. Totalement, ça a été une grande revue d'effectifs. En même temps, c'est normal, mais beaucoup de médias dont l'équipe annonçait une équipe un petit peu remaniée, mais à l'échelle de 6-7 changements, pas à l'échelle de 9. Deschamps Parce que... lui-même d'ailleurs, Deschamps lui-même avait dit, hein, avait dit qu'il changerait la moitié seulement, enfin une partie de l'équipe. Et à Et votre avis, il y finalement, a quoi qui a motivé en fait ce changement à plus grande échelle? Est-ce que tu penses qu'il s'est dit je mets mes titulaires au frigo? Peut-être qu'il s'est dit que l'impact, parce que et un des trucs auxquels j'ai pensé moi en regardant le match, l'impact physique qu'ont mis les Tunisiens avec certaines fautes à des moments qui étaient peut-être un peu moches, pas hyper dangereuses non plus, mais qui auraient pu peut-être compromettre l'intégrité physique de certains joueurs entre guillemets. Bon, je me permets d'ajouter les formes. Est-ce que vous pensez que c'est un facteur? Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, dans la tête de Didier Deschamps pour, au final, tout changer comme ça? bah, très clairement, c'est une question de gestion des rythmes. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas autre chose. C'est une gestion physique de ses titulaires. Ça lui permet en plus de donner, heu, de donner du temps de jeu à quasiment tous les autres joueurs qui auront tous, ou presque joué un match de coupe du monde. Peut-être que pour la suite de la compétition et l'ambiance, l'atmosphère dans le groupe, ça peut être utile. Mmh. Après, on se posait la question, heu, ça pouvait être aussi l'occasion de tester des remplaçants sur la même animation, c'est-à-dire essayer de reconduire ton animation et tester des remplaçants. Typiquement, Guendouzi pouvait être, une alternative défensive au rôle de Dembélé, comme troisième milieu Ouais. intérieur en phase défensive et comme joueur sur le côté droit. C'est pas ce rôle-là qui lui a été donné. Je pense que le forfait de Marcus Thuram, qui devait démarrer A changé les a plans? peut-être joué mais au final, tu te retrouves avec, des joueurs, pas à leur place, déjà qui sont pas titulaires. Tu peux même pas t'appuyer sur, une animation qui est similaire à ce que tu avais essayé de mettre en place avec l'Australie, puis ensuite les ajustements face au Danemark. C'est ça le plus surprenant de la part de Deschamps, parce que même Coman, tu pourrais te dire: «Bon, Coman, tu le mets dans le rôle de Dembélé exactement, pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce qu'il est aussi discipliné pour rentrer intérieur en phase défensive? Qu'est-ce que ça peut te donner?» Voilà, tu étudies un peu ton alternative. Même Coman a pas eu ce rôle-là. Donc bon, c'est un match un peu, que l'équipe de France espère oublier, j'imagine, parce que voilà, tu as Ouais, beaucoup de auquel tu pas milieux et au grand-chose à final, retenir, quoi. voilà, tu as beaucoup de milieux. Alors, tactiquement, du coup, il y a eu des implications, mais tu vois la différence avec l'entrée de Griezmann, à la fois en termes de type de joueur et je veux dire à la fois en termes de qualité évidemment, mais surtout en termes de profil. Et pour moi, je finis là-dessus et je laisse parler Raph. Ce match, il montre aussi les certains manques dans la construction, mais c'est des manques assumés dans la construction de la liste de Didier Deschamps. Ouais. C'est-à-dire, certes, du monde au milieu de terrain, mais en fait, très peu de milieux de terrain qui peuvent évoluer plus haut, ou de joueurs, capables un peu d'être, voilà, ni attaquant ni milieu défensif, un peu dans ces zones-là.
soit des milieux offensifs, soit des ailiers faux pieds. Je laisse Raph prononcer le nom de son joueur Non, préféré qui non, évolue, non, je veux Télémerlu. pas que je tombe là-dedans. Voilà, non, mais ça illustre à la fois les manques dans la liste et aussi les manques actuellement dans le vivier, malgré tout, des joueurs français. Parce que je pense que typiquement devant un match comme ça où Sam Aouar, doit être, doit se mordre les doigts d'avoir, perdu en niveau et d'être retombé, de ne plus être un prétendant, au à la sélection. Ah là là, tu sais que rien que entendre Oussem Aouar dans prétendant à la sélection, ça fait un paquet d'années que son Ouais. nom n'était pas revenu. Monsieur Cosmidis, que pensez-vous de tout ça? Ah, il a cité Oussem Aouar, Dan, mais on peut penser à un autre joueur passé par l'OL et qui est parti depuis, c'est Tanguy Ndombele, qui aurait, Ouais, ouais. vu sa trajectoire, pu prétendre à une place en équipe de France à un moment. Dans un registre créatif de joueur qui peut sortir de la pression et qui peut faire avancer le jeu, il aurait été présent, je pense, dans un football où sa trajectoire aurait été linéaire. Donc voilà, c'est un peu dommage. Ouais, non, je parlerai pas du meneur de jeu de Lorient parce que c'est un peu trop, mais en effet, on a vu le côté redondant des milieux de terrain français, Guendouzi, Verretou, Tchouaméni. Je sentais qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs qui se sont un peu marchés sur les pieds dans les intentions et j'ai même pas cité Fofana. Tu avais quand même 4 milieux, pas à vocation défensive parce que Guendouzi en plus à l'OM joue haut, mais 4 milieux à profil plus de contrôle, que des profils qui vont faire avancer le jeu, qui vont se projeter. Donc ça t'a un peu limité dans ton expression. Tu as des joueurs qui ont pas forcément joué à leur poste, donc Guendouzi évidemment, Camavinga qui a été en grande difficulté je trouve sur la première période. Ça a été mieux après, mais Oui. sur la première, sur le plan technique, le fait avoir Sur la les, ligne de sur les touche à 15-20 côté de lui, premières minutes, ça surtout, ouais, sur les 15-20 premières minutes, c'était un peu terrible. Après, ça allait mieux, mais 15-20 premières minutes, c'était terrible. Ouais. et c'est marrant, tu vois? Parce qu'on pense souvent, et moi y compris, que le poste de latéral est celui où il y a besoin le moins de réfléchir et où les actions sont un peu les plus automatiques, les plus robotisées et finalement, quand on voit des milieux jouer latéral, on se rend compte que c'est pas forcément facile parce que tu as la ligne de touche qui vient te mettre la pression dans ton dos, à tes côtés et que finalement tu peux pas te tourner dans tous les sens et par exemple, C'est un vrai. joueur comme Camavinga a été en grande difficulté sur cette notion-là parce que ça le rendait plus prévisible et il a pas réussi à sortir de ça. Donc ça Oui, on a confirme vu des fois le Verretou compenser quand lui-même montait pour des ouais, fois être milieu. Des fois, il était placé comme un milieu, Camavinga. pour respirer un peu, je pense, pour se dire: «Allez, ça fait du bien de revenir un peu là». Mais ça confirme ce qu'on s'était dit sur le fait que derrière Théo, ce serait très compliqué en cas de blessure ou suspension, parce que la blessure de Lucas Hernandez te limite à une seule option. Donc Hmm. voilà, un match un peu particulier, comme a dit Dan, je pense qu'une info vraiment primordiale, c'est encore la super entrée de Griezmann. Vraiment, Ouais. et pourtant j'ai vu le match en x2, mais le nombre de fois où entre les lignes, il arrive à faire un truc en une ou 2 touches qui est impossible pour tous les autres milieux français. Je prends plusieurs exemples, il y a eu un nombre de ballons où Guendouzi, Verretou, Rabiot entre les lignes parce que Rabiot est entré aussi, a joué, pas mal, sont entrés et ont raté leur prise de balle. Le ballon, il se lève, il faut faire une deuxième touche pour la remettre au sol. Il s'oriente pas dans le sens du jeu, il voit pas avant de recevoir et Griezmann, il a simplifié tout ça et à partir du moment, de toute façon, où il a touché des ballons, beh, la France a eu des occasions, et voilà, c'est vraiment le dernier numéro 10 français. En attendant, bien sûr, mon petit prince, venu de l'Ouest, Enzo Le qui je l'espère qui je l'espère un jour Enzo Le F viendra nous sauver. Mais non, non, ouais, c'était un match très difficile, mais après bon, il y a des joueurs qui vont morfler parce qu'en effet, ils ont pas été bons. Mais je pense que les conditions du match, le contexte, la compo et le fait que la Tunisie avait encore quelque chose à jouer, doit quand même, pousser à l'indulgence parce que je pense que, par exemple, tu fais rentrer un Fofana dans une équipe où les 10 autres joueurs changent pas, tu vois, c'est pas le même Fofana. Tu Mais fais rentrer déjà, c'est Cama sûr, rien qu'avec l'entrée de deux trois titulaires, la balle a circulé beaucoup mieux. Après, certes, ça a aussi un petit peu coïncidé avec le fait que la Tunisie gagnait, donc a reculé. Mais dans les circulations de balles, dans la technique, etc., globale, l'entrée des deux trois titulaires, il y a un avant et un après, je trouve concrètement. Ouais, Ouais, tu vois, ouais et avec puis Vas-y, Dan. vas-y, Raph. Non, j'allais dire Camavinga, tu le fais entrer à la 60e avec les titulaires. Je pense qu'on voit pas du tout le même joueur. C'est pareil, tu peux te dire qu'il y a beaucoup de questions de contexte sur un match comme ça où on aurait eu tendance peut-être à descendre un peu tous les remplaçants en disant: «Ah bah, vous voyez, c'est votre niveau, vous avez pas été bon». On le sait qu'ils sont en dessous, mais là, je pense que qu'on est quand même loin du niveau réel de pas mal de joueurs s'ils sont mis dans une équipe Ouais, c'est qui est sûr, sûre d'elle c'est sûr. collectivement, ouais.
C'est sûr. J'ai trouvé que en fait, ça a été des remplaçants jetés dans un système un peu chelou où beaucoup n'étaient pas à leur poste. Je m'attendais moi à ce que Gendouzi soit à droite. Au final, il a été beaucoup à gauche. Après derrière, il a été entre les lignes et il n'a pas su avoir les mouvements pour se démarquer. Je trouvais il y avait plein de moments où il n'était pas du tout trouvable, où il ne proposait pas grand chose. Verreto a essayé de dégrocher au niveau de Chouameni pour avoir un peu plus d'impact. Il a eu un peu plus d'impact, mais c'était pas fameux non plus. Fofana niveau technique très très bas. Donc moi, j'ai quand même envie de dire quelque chose parce que je sais que c'est une opinion qui est pas ultra partagée, mais c'est la mienne, donc allons-y, discutons. Mais certains pensent que ce match est le révélateur de la mauvaise liste de Deschamps. Et moi, je suis pas d'accord de ça. Je dis pas que la liste est parfaite, bien sûr, dans la mesure où il peut y avoir des manques. Il y a des manques hein, que on a pu énoncer, comme le manque peut-être d'un milieu offensif, peut-être plus créatif, des choses comme ça. Mais personnellement, quand on se met un peu dans la tête des Deschamps et quand on regarde un petit peu tous les postes avec le nombre de blessés, en réalité, quasi tout est doublé et à la rigueur, le seul qui ne l'est peut-être pas, c'est Griezmann, qui avec la perte de Nkunku. Sinon, on a des numéros 9 à foison, on a des gens sur les ailes, on a des latéraux qui sont ce qu'ils sont. Ils sont peut-être pas super bons, hein, notamment à droite. Pavard, Koundé, je peux comprendre que ça fasse parler, mais enfin, c'est ce que je dis, il close dans une défense à 4, c'est pas hyper pertinent, c'est pas là où il excelle non plus. Kalulu, c'est aussi un central qui joue latéral, même s'il joue à latéral à Milan aussi, il fait surtout les deux, mais il est formé central. Euh, Moukielé, c'est pas fameux. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à côté de ça, on se prive pas de All-Star à ce poste-là. Latéral gauche, on a la blessure de Lucas Hernandez, mais sinon on en avait deux, d'accord. On triple pas un poste de latéral. Voilà, à la rigueur, je peux entendre le truc de milieu offensif, mais bon, après, ce que je veux dire, c'est que pour moi, la liste, elle avait pas 154 défauts. Et je retrouve, et si on gagne pas la CDM, je pense que ce sera beaucoup plus dû aux 7, 8 blessés très importants qu'on a tout en réussissant à maintenir une équipe compétitive et donc du coup avec une fond de liste moins fournie, plutôt que parce qu'il n'y avait pas Ndombele ou parce qu'il n'y avait pas Jonathan Klaus ou parce qu'il n'y avait pas Ah ouais. Ferland Mendy. En fait, j'ai Ouais, l'impression que mais que ce tout soit le clair, monde vient avec sa Zach. petite liste de il manque lui, il manque lui, il manque lui, alors que Oui, sincèrement, oui, c'est non, la plupart du temps. on peut Ouais, évacuer ça rapidement et tu as raison parce que déjà, tu l'as dit, il n'y a aucun, comme tu dis, All-Star qui s'impose. Euh, ensuite, il faut dire aussi que parfois, quand tu construis une liste à 25 joueurs, 26 joueurs, t'es t'es obligé de prendre en compte. Nous, on parle beaucoup de tactique ici, mais tu es obligé de prendre en compte la manière dont les joueurs qui ne vont pas jouer se comportent, parce que ouais, c'est quelque chose d'important, même si ça fait pas tout, mais tu es obligé de prendre en compte ça. Il faut rappeler à chaque fois, c'est très important, que aucun d'entre nous, ni sur le chat, ni nous ici, ne sommes aux entraînements, dans la ouais, vie du groupe. Donc le coach fait ses choix, il n'y a rien non plus de scandaleux. Il y a sans doute des joueurs qui ont joué parce que vraiment l'équipe de France était qualifiée, donc c'était simple de les faire jouer et ça permet de laisser une bonne atmosphère et d'impliquer tout le monde. Mais on va pas commencer à dire il aurait fallu lui, il aurait fallu lui. Quels que soient les joueurs qu'on cite, Raphaël parlait tout à l'heure de Ndombele et de la carrière pas suffisamment linéaire qu'il a eu pour prétendre à l'équipe ouais, de France de manière très claire. Il n'y a aucun des joueurs absents qui peut estimer que c'est un scandale. Après, chacun ses choix, chacun ses préférences, mais évacuons ce sujet-là. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est notamment qu'il a plusieurs centraux qui peuvent jouer à droite, comme Dizazi par exemple, ou Saliba, enfin, qui l'ont déjà fait par moment. Or, il n'a pas ouais. cette possibilité à gauche. Et donc, il a dû trouver Kamavinga. Est-ce que Badiachil aurait pu jouer latéral gauche? Bon, il n'y a pas non plus énormément d'options. Ensuite, tu dois descendre à Loukeba, des joueurs comme ça, des stoppers qui peuvent jouer aussi arrière gauche éventuellement. Mais on dit ça parce qu'ils sont gauchers et parfois c'est pas Ouais, toujours c'est très surtout simple. pour ça. Ouais. Donc non, oublions ces débats sur la liste. En revanche, voilà, il y a quand même un nombre de milieux, Raphaël disait redondant. On l'a vu plusieurs fois. Le problème a été qu'il y a eu plusieurs joueurs au milieu de terrain qui sont venus décrocher et donc, du coup, la Tunisie pouvait défendre plus facilement en avançant. Coman a reçu énormément de ballons dos au jeu. On peut, si tu veux, commencer à mettre quelques screens. Tu peux mettre le deuxième, par exemple, que je t'ai On fera envoyé. ça.
Tout de suite, tout de Mais suite. Fofana a essayé un peu de temps en temps, aller entre les lignes, mais c'est tellement pas naturel pour ces joueurs-là. Tu peux Et me mettre en full. je vais te mettre, ouais. Et en Voilà. fait, ouais, là, c'est un. Ah, t'es en. Je sais pas si tu peux te mettre plus bas, mais en gros, il y a Bah, une prise de oui, balle oui, bien sûr, je de Griezmann. Il y a une prise de balle de Griezmann qui a réussi à se réorienter vers le jeu alors qu'il était de dos. Et là, on a Verretou, Guendouzi, Fofana qui sont derrière lui. Les deux latéraux sont derrière lui, que ce soit Dizazi tout là-haut ou Kamavinga qui est tout en bas. Vous voyez, alors il y a que Tchouaméni qui a fait un appel sur ce moment-là parce qu'il sent voilà, qu'il y a besoin de solutions. Mais voilà, même quand Coman a réussi à se sortir du marquage de haut jeu et pour se mettre face au jeu, bah, il y a assez peu de relais en fait entre les lignes. Donc ça, c'est un premier exemple. Il y en a un autre, je tu peux peux le mettre mettre si tout de tu suite, veux c'est qui? le screen 3 OK. en phase placée. On va dérouler une action classique qu'il y a eu, euh, où on a vu encore une fois des milieux qui naturellement. Ouais, voilà. Donc là, vous voyez, il y a Varane qui a le ballon. OK. Et regardez les courses de Verretou et Fofana. Ils viennent, et ça, on a beaucoup vu ça. Ils viennent vers lui. Et donc Varane, en fait, va faire sa classique, c'est-à-dire conduire un peu le ballon et la donner horizontalement au latéral droit. Et si tu mets l'image d'après, tu vas voir qu'en fait, ça devient injouable pour Coman. Ça devient injouable pour Coman parce que sur l'action d'après, Zach, sur l'image juste après, Hop, que voici. parce que du coup, Disasi va recevoir le ballon. Toute l'équipe de Tunisie peut avancer. Tu l'as Alors, ou j'ai un pas, tout Zach? petit bug, en fait, j'ai un tout voilà, c'est bon. Regarde, hop là C'est bon. et c'est juste mon PC qui Je bug sais, un tout petit peu buggé. Hop, je sais pas si on me suit là-dessus. Mais voilà, sinon, c'est je bon. voulais vous parler d'Enzo Lefebvre pendant qu'on a une pause là. Il peut vraiment jouer à tous les C'est postes, juste hein, mon voilà. PC qui a buggé là, c'est pas de chance. Voilà, là, Voici on est la sur la l'image suite de de Disasi. l'action. Donc, Varane a donné le ballon à Disasi qui est au bout collé contre la ligne de touche. Et vous voyez Coman qui est le long de la ligne de touche aussi, va recevoir le ballon comme ça, le long de la ligne, dos au jeu, avec le Tunisien qui peut défendre sur lui de Oh là manière là. agressive Et avec et qui va cette lui piquer la ligne-là, balle. Fofana, Verretou, c'est catastrophique. Voilà. Et la difficulté pour eux, voilà ce que je voulais dire, on l'a vu plusieurs fois. Et la difficulté pour eux, pardon Raphaël, la difficulté pour eux, c'est pour ces milieux-là, c'est que même s'ils savaient comment se positionner entre les lignes, etc., c'est pas naturel. C'est vraiment pas naturel pour eux, donc ils ont envie de décrocher. Raph a raconté tout à l'heure à quel point leur prise de balle entre les lignes, pour les rares fois où c'est arrivé, notamment Fofana, ça a été très, très, très délicat. Et donc, voilà, tu finis en fait les 80 premières minutes, tu fais 2 tirs. La France tire 2 fois dans les 80 premières minutes et 8 fois. Donc 2 tirs avant la 80e et 8 tirs après la 80e, une fois que Mbappé, Griezmann et Dembélé sont rentrés. Ouais, mais C'est le pas premier lié qu'à tir la cadré, qualité il est des à joueurs, c'est aussi le 81e, profil. hein, je crois. Je crois que le premier tir cadré, Comment? il est à 80e, hein. Ouais. Ouais, il y a eu un enchaînement comme ça d'occasions. Donc, donc c'était assez pénible, je pense, même pour les joueurs. J'ai presque de la compassion pour certains joueurs sur ce match. Pour moi, vraiment, c'était au final un match sur lequel il n'y a pas grand enseignement à tirer, à part du fait que le fond de liste est vraiment pas hyper fiable, et enfin hyper fiable, tout en sachant qu'on leur a pas donné un contexte super pour s'exprimer pour certains. Je trouve que ça a été un énorme piège de jouer avec autant de milieux, 5 milieux si on compte Kamavinga qui a joué latéral, sinon 4, avec des mecs qui effectivement n'ont pas beaucoup la tâche en club de devoir animer interligne et de devoir jouer plus haut. Bon, moi, à titre personnel, je sais pas pour vous, voilà, je le dis, mais ce match, je le disais déjà avant, mais que ce soit le contexte, la défaite ou non,
avec à la fin le but refusé quand même avec une situation litigieuse où le jeu reprend son cours avant que l'arbitre revienne quand même sur la VAR, ce qui est quand même assez bizarre. Mais voilà, moi personnellement, je retire aucun enseignement. J'ai vu beaucoup de gens en faire des conclusions totalement, tu vois. Mais moi, vraiment, la seule chose que je me dis, c'est, ok, on a joué avec, voilà, regardez, je vois la chose comme ça. Vous me dites si vous êtes d'accord. Moi, je me dis, ok, on a joué avec tous les remplaçants mis dans des conditions pas ouf, avec une formation pas ouf, qui les a pas aidés ou à collectivement être mis en valeur ou à être dans de bonnes conditions. Ça s'est pas super bien passé, mais on a fait rentrer les titus, et quand on a fait rentrer les titus, c'était bien mieux, ils étaient en jambes, et au final, n'est-ce pas ce qui compte réellement? Voilà ce que je me suis dit. J'aurais été 10 fois plus inquiet si on avait eu une sorte hybride avec 5-6 remplaçants, 5-6 titus et que ça aille pas. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est qu'à partir du moment où Deschamps a fait quelques changements pour rendre le tout plus cohérent, bah, ça a été plus cohérent et ça est plus fonctionnel. Et donc, je suis, à titre personnel, pas inquiet du tout. Et je n'ai pas le sentiment que ce match-là en particulier va avoir une incidence sur la suite du tournoi. Voilà. Vous en pensez quoi? Après, après, il y a quand même quelques signes sur certains joueurs. J'irai pas jusqu'à des enseignements, mais des tendances, disons. Par exemple, le match de Konaté, qui a encore été bon, je trouve, qui a Excellent. rattrapé pas mal de Excellent. coups. Kolo Muani qui a fait des trucs devant, encore une fois, dans un contexte difficile où il était peu accompagné. Il a eu beaucoup de ballons difficiles où il fallait qu'il le porte longtemps pour qu'il y ait du soutien et qu'il en fasse quelque chose. Et alors, c'est une action, mais c'est une action qui fait but. Je trouve que la manière dont Varane se fait effacer par Kadri sur le but, où il Ouais, met énormément de total. temps à se retourner et il se Il fait se vraiment mange un dépasser. énorme crochet. Alors peut-être qu'il se retourne plus vite et il défend avec plus de concentration et une meilleure orientation corporelle si c'est un match qui compte. Mais il s'est fait effacer quand même fort, quoi, fort et vite. Ouais. Donc Ouais, voilà, ouais. peut-être des choses à surveiller pour les prochains matchs. Griezmann a tapé quelques corners en fin de match qui ont été bien frappés. Il y a eu une tête à un moment sur un corner. Voilà, faut retirer certaines choses. Peut-être que ça permet de bosser pour le Colomboigny staff aussi, sur. très volontaire, avec beaucoup de Ouais, ouais, courses et voilà. tout. Donc Ouais, mais voilà, il y a quand même tu quelques disais, signes. je pense que peut-être que Deschamps aurait voulu pouvoir tirer des enseignements, notamment sur des doublures à certains postes un peu clés. On parlait Ouais, de Dembélé tout à l'heure. Et là, tu sais pas vraiment en fait si tu peux faire entrer Guendouzi à ce poste-là, parce qu'il a pas joué à ce poste-là, sauf sur la fin. Tu enfin, sais ouais, pas en si fin de match. Ouais. tu vois, tu sais p tu pas forcément rassuré sur la possibilité de Coman de jouer à ce poste-là, ce poste si spécial qu'occupe Dembélé depuis le début. Après, Heu Coman, il a quand même 2 et bonnes entrées à ce poste-là, en dehors du match il a de. 2 bonnes entrées, mais c'est marrant de se dire que il aurait pu, en tout cas, commencer un match en tant que titulaire, vraiment dans le rôle de Dembélé. Et sauf que là, bah, c'est Fofana. Alors peut-être que c'était ça l'idée de Deschamps, que le remplaçant de Dembélé, si tu dois conserver un score, ce serait plutôt Fofana, quitte à Mmh. délaisser complètement le couloir droit en phase offensive. Mais c'est vrai que tu peux difficilement tirer les enseignements, à part ce dont vous avez parlé, sur les individualités. Kolo Muani, peut-être qu'il passe devant Thuram, parce qu'il a eu d'activité et de capacité à tenir le ballon, et tu en avais Ouais, besoin. Konaté, si Varane a vraiment un gros coup de Konaté, mou, mais est-ce que pour que Konaté passe devant Varane, il faut vraiment que Varane se blesse, à mon avis, oui, ou oui, je suis soit pas en d'accord. Ou état de alors il y a forme. un énorme coup de mou ou quoi, mais bon, s'il faut faire rentrer un gars, tu sais que Konaté, ça va. Alors que paradoxalement, c'est même pas pour être sévère avec lui, parce qu'il s'est très vite repris, mais l'entrée de Saliba, je l'avais trouvé, au début en tout cas, sur les premiers ballons, les premiers trucs, un peu hésitante, à minima, je dirais. Voilà. Après, Ouais. bon, c'est une Bah, entrée, on nous dit, c'est qu'une entrée. Jérém nous dit: «Coman n'était pas à son meilleur poste». Non, mais comme la plupart des joueurs, en fait. Mm. Là, Coman, il a joué quasiment deuxième attaquant. On l'a montré tout à l'heure à recevoir énormément de ballons, dos au jeu, alors que même s'il est capable, c'est un joueur que tu as envie de voir, recevoir des balles dans des situations de 1 contre 1 ou avec de l'espace. Ouais. Bon, mais je pense qu'il faut pas non plus, voilà, il faut pas non plus tirer trop d'enseignements. Il y a Deschamps a mis les joueurs, qu'il pouvait mettre, en tout cas les remplaçants, pour reposer le plus de monde. Et puis, le 8e sera une autre compétition. Et donc, en parlant de ce huitième, on a maintenant, allez, on va le faire en rapide, même si on va rediscuter de cette équipe juste après. On a maintenant, ou alors vous préférez qu'on parle de l'éventuel huitième de l'équipe de France, donc enfin l'éventuel, le huitième face à la Pologne, vous préférez qu'on en parle après Pologne-Argentine ou dès maintenant?
Après Après, Pologne-Argentine, on je se dit? pense. Ou Je pense ouais, qu'après, ouais, ouais, je pense qu'il faut parier de Pologne-Argentine. On aura déjà dit tu pas mal raison, de choses sur la Pologne et tu on raison. pourra rebondir, continuer là-dessus. Allez, bah vas-y, on passe sur Pologne-Argentine, les amis. Pologne-Argentine, le match au sommet de ce soir qui aurait pu voir l'Argentine s'arrêter dans cette compétition, mais il n'en a rien été. Un match que j'ai pu regarder, voilà, dans la mesure du possible parce que j'étais un petit peu dans le train par moment et tout, mais un match où j'ai, à titre personnel, sur ce que j'ai vu déjà des changements forts avec la titularisation d'Alvarez, la titularisation de Fernandez et tout, donc les hommes un petit peu en forme. Tu sens que Scaloni et cette équipe montent en puissance. Et en fait, j'ai envie de rester sur ça, c'est la montée en puissance. J'ai trouvé un match vraiment sérieux des Argentins qui aurait pu vite tourner peut-être psychodrame avec le penalty arrêté, mais il n'en a rien été. Je les ai sentis avec un petit peu moins de pression, plus relâchés, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un avant-après sur cette équipe par rapport au premier match contre l'Arabie Saoudite, et notamment du coup après le but de Messi. J'ai l'impression que le but de Messi a vraiment débloqué un truc plus global et qu'avec les bons choix d'hommes, bah, petit à petit, on retrouve une Argentine. L'Argentine qui a fait sa série de victoires, l'Argentine qui est championne d'Amérique du Sud, une Argentine qui contrôle mieux, qui attaque mieux, qui a les bons profils et qui au final, pour laquelle tu sens une montée en puissance au fur et à mesure du tournoi. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du match au global, Dan? Ouais, ben, écoute, je pense que je vais envie de laisser la parole à Raphaël parce que dès le premier Vas-y. match, il avait un peu, comment dire? Expliqué que l'Argentine aurait besoin sûrement de certains joueurs et de certains types de joueurs avec des courses et de l'explosivité, un peu plus de couverture physique en tout cas. Mmh. Et donc vas-y Raphaël, je te laisse la main. Non, mais oui, parce que bah, forcément, Zach a parlé d'Enzo Fernandez et de Julian Alvarez, que je pense faudrait citer les bandes. Comme on dit, il faudrait repasser les bandes d'hier. On en avait parlé, c'était les deux joueurs Ouais. qu'on souhaitait le plus dans le 11. Ils avaient fait des entrées sur les matchs précédents. Alvarez avait été titulaire une fois, je crois. Et là, ils ont été titularisés ensemble d'entrée. Et l'Argentine a vite pris le contrôle contre une Pologne inoffensive, mais on en reparlera. Mais au-delà de ces deux-là, où c'était un peu sûr qu'ils allaient performer, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui ont été intéressants. Alors écoutez-moi bien, parce que je vais dire un truc qui va peut-être choquer le monde un peu, parce qu'en plus Allez. je l'ai descendu dans un de mes tweets. Première chose qui est pas très étonnante, mais c'est que McAllister fait un bon match au-delà de son but, Oui. amène du volume, amène des courses, amène de la mobilité. Et je pense que lui aussi, il a gagné beaucoup de points sur la phase de poule et que dans un rôle de milieu là comme ça qui peut venir défendre côté et qui aussi peut apporter entre les lignes quand son équipe a le ballon, il va être important pour cette Argentine. Et il y en a Et se un qui est projeter aussi dans la titulaire, surface. ouais, se projeter dans la surface. Et il y en a un autre qui est titulaire et qui malgré toutes ses limites techniques apporte à cette équipe d'Argentine, c'est Acuna. Ouais. C'est-à-dire qu'il est très brut, il rate énormément de choses. Sur la première mi-temps, il a croqué 4 ou 5 situations où s'il fait une meilleure remise, s'il arrive à voir ce qui se passe dans la surface, il y a peut-être 2, 3, 4-0 à la mi-temps pour l'Argentine parce qu'il peut être plus juste. Mais par contre, il offre à Messi la diagonale que Messi préfère. Et il n'y a pas d'autres joueurs dans cette équipe qui sont capables de lui proposer cette diagonale-là. Et si tu regardes bien les occasions argentines, c'est 3, 4 fois Messi qui revient un peu de son Il côté balance pas. préférentiel, la droite, il vient demi-espace droit et il fait une diagonale dans le dos pour Acuna qui passe au deuxième poteau, qui a des boîtes à chaussures à la place des pieds, faut être clair. C'est vraiment, il est. Non, Tu et penses Jordi techniquement, c'est Alba à très la très place de dur. Acuna, c'est le Ah mais 3-0 non, mi-temps. mais si t'as Jordi Alba ou Nuno Mendes à la place d'Acuna sur la mi-temps, ouais, il y a une grosse différence qui est faite. Mais il est tellement énergique, puissant, explosif, il peut prendre la profondeur, il peut revenir défendre. Des choses que Tagliafico peut pas faire. Tagliafico est beaucoup plus fin techniquement, mais par contre, il peut pas Ouais. aller 10 fois pendant 45 minutes dans la profondeur, dans la surface. Et Ouais, je Acuna suis est d'accord. présent pour ça, et ça aide beaucoup l'Argentine, qui en plus, en huitième, du coup, va jouer l'Australie, qui est une équipe qui, à mon avis, va pas être plus offensive que la Pologne, et il va encore avoir besoin, enfin Messi aura encore besoin de joueurs qui prennent la profondeur. Et là, quand tu as Enzo Fernandez qui peut se projeter, quand tu as McAllister, quand tu as Acuna, quand tu as Et Alvarez qui a surtout été ça très permet, bon, tu as plein de choses. Ça permet à Alvarez de rentrer en plus, c'est assez les mécanismes sont assez naturels. Tu as Acuna qui monte et ça permet à Alvarez d'entrer à l'intérieur pour donner un peu plus comment dire? Pour donner des solutions dans la surface. Alvarez qui part d'une position du côté gauche et vient vers l'intérieur et donc ça ajoute ça en plus comme, espèce de mouvement, coordonné naturel
à cette équipe qui a, en plus de ouais, du meilleur match qu'elle a fait, elle a montré des bonnes dispositions, notamment sur, moi j'ai beaucoup aimé les solutions, nombreuses qu'il y avait dans la surface, sur les Mmh. centres. Heu, Ouais. voilà, et ça, on l'avait pas forcément vu, contre l'Arabie Saoudite. Là, ils se sont créés beaucoup, beaucoup d'occasions. C'est vraiment, ils doivent marquer avant, Et à ils la ont mi-temps, concédé c'est très un peu peu, hein. au Ils ont concédé très et peu ils ont aussi. co ouais, mais bon, et après on parlera de l'adversaire Non, bien sûr, mais qui tu a vois, c'est ça alors je sais que l'Espagne a rien proposé, surtout avec le scénario, mais sur le début de match, là, tu vois, l'Argentine concède rien non plus. Ils ont coupé très vite les contre-attaques, donc ouais, c'était là aussi, c'était bien. avec, un bon Enzo, un bon même Otamendi quand il est dans ces dispositions-là. Hem, donc non, mais c'est une équipe qui monte en puissance. C'est logique qu'elle soit le première du groupe quand tu vois tous les matchs, en fait, qu'il y a eu. Et là, elle a commencé à trouver une bonne formule, en fait. Parce que tu as à Totalement. la fois, la d ce qu'a dit Raph, la diagonale, qu'aime Messi, tu as de la présence dans la surface, tu as plus de courses, tu as Il y a quand même du beaucoup plus de contrôle. courses que quand ils avaient 104 Ouais, ans cumulés avec Papou Gomez, ouais. tu as quand même du contrôle, même si j'adore Papou Gomez, mais tu as quand même du contrôle, des courses verticales, du contrôle. Ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant pour, la suite. En Le plus, Mais seul ils c'est jouent truc bien qui que fait l'Australie en Scaloni, ça huitième. soit ouais, c'est le bien que truc qui fait de la Scaloni, tu vois, peine, il se soit adapté. Ouais, vas-y, Raph. non, j'allais dire ça, que le truc qui fait de la peine, c'est qu'il y a un joueur qui a payé un peu pour tout le monde, c'est Lautaro, Ouais. qui méritait pas forcément de sortir du 11, mais parce qu'il y a Messi et Di Maria qui sont imbougeables. Alors Di Maria, on verra si ça dure. Peut-être que Lautaro entrera plus vite en cours de match, que ça a été le cas, là, avec un Di Maria qui a pas mal joué, mais c'est un peu dommage que lui sorte alors qu'il avait apporté par ses courses, par sa qualité technique, voilà. Le fait Mmh. qu'Alvarez entre, c'est un peu Lautaro qui le paye. On verra ce qu'il y a une autre formule qui est possible, mais bon, ça me fait, c'est personnel, hein, mais ça me fait un peu de peine pour lui, quoi. Mais c'est pas mal Ouais, aussi mais le fait avec que Di Maria, Scaloni, tu vois, il n'hésite pas à s'être remis en question et avoir changé les choses, tu vois. Après, c'est normal parce que tu perds premier match face à l'Arabie Saoudite, donc c'est plus facile de te remettre en question quand tu perds ton premier match. Mais dans le fond, tu sens que match après match, il ajoute les pièces, tu vois, au fur et à mesure. Tu vois, tiens, là, ça, ok, c'était mieux face au Mexique, ça manque toujours un peu de ça, boum. Fernandez titulaire cette fois, boum. Alvarez, tu vois. Tu sens qu'il y a il y a de la réflexion chez Scaloni. Et c'est aussi et une montée en et je pense que c'est aussi une partie de la raison pour laquelle il y a cette montée en puissance. Et on en revient à un truc que je disais hier. Cette Argentine, je suis bien content de ne pas l'affronter en huitième. Je suis sérieux que je suis bien content de ne pas l'affronter en huitième. oui, oui, tu as raison. Non, mais tu as raison, Zach, je suis d'accord avec toi. S'il y a un adversaire que tu veux pas affronter dans ce groupe, encore plus après les matchs de ce soir, bon, c'est l'Argentine. Donc je suis d'accord. Après, sur le choix Di Maria et Lautaro, c'est vrai que si tu perds avec Acuna, Raph le disait par rapport à Tagliafico, tu perds en qualité dans ta possession. Ouais, Tu vois, la capacité à garder le ballon, à donner un peu de continuité à la possession, ce que Di Maria peut plus faire que Lautaro. Si tu as, Julian Alvarez, Acuna, plus Lautaro, peut-être que tu perds en contrôle. Après, ils ont pas encore, tu vois, ils vont jouer l'Australie. Ça va être encore une configuration de match où ils vont avoir le ballon, où ils vont être a priori assez peu pressés. L'Australie a pas des flèches en contre-attaque. Ils ont quand même eu, l'Argentine, des matchs, des configurations de matchs assez similaires, même si l'Arabie Saoudite avait une, ligne plus agressive, ouais. c'était un peu et des joueurs plus explosifs quand même. Mais moi, j'ai hâte de les voir, tu vois, sur la suite, de leur confrontation après l'Australie s'ils passent. C'est vrai, Mais c'est Tu vrai, ils vois, c'est vrai. j'ai hâte de les voir passer du temps devant leur surface, avoir un match avec beaucoup plus de rythme et d'aller-retour, devoir gérer plus de flèches, en contre-attaque chez l'adversaire, Ouais, des plus gros tempos et tout. C'est vrai que pour l'instant, ils n'ont pas été dans les adversités les plus compliquées, les plus athlétiques et qu'ils les ont mis dans les dispositions les plus difficiles, on va ah, dire. Ouais, c'est vrai. après, tu vois, on les voyait quasiment à la maison il y a 10 jours de ça, et là, ils ont une partie de tableau où les demi-finales paraissent accessibles quand même, hein, parce que c'est C'est Australie qui en leur éventuel huitième, quart? et c'est le vainqueur de Pays-Bas et États-Unis en quart. Donc tu vois, la route Ah oui, est pas elle est impossible. dégagée, relativement, Après, leur victoire. il me semble que la demi-finale, c'est la partie de tableau du Brésil et de l'Espagne, si je ne Oui, m'abuse. oui, oui, c'est Donc ça. là, ce sera oui, une autre histoire. Et par exemple, tu vois, on parlait de tempo et de rythme.
si les États-Unis arrivent à passer, le États-Unis-Argentine, ça peut être marrant sur cet aspect-là. Parce que les États-Unis, c'est un rythme tout à fait différent. Alors que le Argentine-Pays-Bas, ça pourrait être un quart de finale sur un rythme très tranquille, tu vois? Et c'est Donc voilà, vrai, après on c'est vrai que là, ils sont quand même en mesure, désolé, je t'ai coupé, mais ils sont en mesure d'aller en éventuelle demi-finale de Coupe du Monde dans un monde où ils auront affronté Arabie Saoudite, Pologne, Mexique, qui sont pas des équipes infamantes, mais voilà, c'est pas non plus le top. Ensuite, du coup, Australie et peut-être USA ou Pays-Bas, du coup. mmh. C'est vrai que t'as pas eu la, t'as pas eu le parcours le plus compliqué. Et on sait que de temps en temps, les parcours pas compliqués, ça t'aide à pouvoir aller jusqu'au bout, hein. Le Real Madrid 2016 fait une LDC en affrontant Wolfsburg, l'AS Roma et le Manchester City de l'époque, quoi. Donc ça a été un parcours qui avait été Et simplifié à l'époque. et Nabil nous dit sur le chat plutôt Maroc en demi pour la partie de Oui, tableau de l'Argentine. oui, oui. C'est le Maroc en demi, s'il vous plaît. Arrêtez de déconner. Non, mais il faut aussi faut aussi dans ce match qu'on dise un mot On va parler de de, Pologne. ouais, de la Pologne. Parce que, parce qu'autant on pouvait d'une certaine manière un peu se satisfaire d'un truc sur les matchs précédents, c'est la manière dont ils ont eu, la manière de défendre qu'ils avaient. C'est-à-dire très fermé dans l'axe, avec le duo Kivior et Glick assez dominant. Et là, enfin, même ça, aujourd'hui, je les ai Qu'est-ce que trouvés. tu qu'est-ce que tu vas dire, Dan? Je sais pas si tu sais ce que tu vas dire au final. Non, mais si, mais c'est-à-dire que même sur ça, aujourd'hui, je les ai trouvés pas bons, pas à la hauteur. J'attendais un gros combat de leur part. Un match défensif, oui, parce qu'ils ont fait quasiment que ça. J'attendais un gros combat de leur Ils ont part. fait que ça. J j'ai trouvé très peu agressifs. Je les ai trouvés très peu agressifs, que ce soit les joueurs sur les côtés, Ah mais ouais, mais heu alors ça, je pense que très vite le problème du carton se pose. non, mais ils Tu y ont vois? pas Sur le pensé, ça, côté c'est pas après, une agressif. fois qu'il y avait 2-0. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est en Mais seconde partie de match. moi je pense que même à 1-0, ils commencent à se poser la question, certains joueurs. Pour ceux qui Je nous pense écoutent que par ça rapport au joue. problème du carton, c'est quoi? C'est qu'à un moment, par rapport au Mexique, la Pologne passait au carton parce qu'ils avaient moins de Ouais. cartons que les Mexicains. Et donc le sélectionneur polonais dit à ses joueurs arrêtez de prendre des cartons. Sauf que ça se passe plutôt un peu plus tard dans le Moi, je, match. moi je, je pense que certains joueurs se posaient déjà la question avant le 2-0. Parce que tu sens que Ok. tu es dominé, tu as peu d'occasions, et ils ont été très passifs, tu vois. Donc, alors, ils ont été vite passifs dans le match, mais j'ai l'impression que la problématique est vite entrée en ligne de compte parce que finalement, Krychowiak est le seul à faire la bêtise. Et c'est pour ça qu'il sort après. Donc, je me demande si ça n'a pas joué déjà dans la tête, parce que j'imagine quand même que le staff et les joueurs avaient vérifié tous les scénarios et que le côté le Mexique bat l'Arabie Saoudite et on perd sur le même score contre l'Argentine n'était pas non plus inconcevable, tu vois. Donc, il fallait y penser. Et je pense que dans le côté, tu l'as dit, Dan, très peu agressif, où ils ont laissé les joueurs venir à l'intérieur, recevoir des ballons entre les lignes, combiner, je pense que ça y a participé. C'est pas la seule explication. Ils tirent 4 fois au total. Ils ont 0,3 XG. L'Argentine finit à 3,5. Donc c'est une des performances les plus dominées de la compétition et les plus Oui. dominantes pour l'Argentine. Mais bon, après, au-delà de ça, depuis le début de la compète, la Pologne, c'est pas fun, hein. C'est pas le premier match où ils sont pas beaux à voir. Mais Ouais, et puis vraiment, en moi, je plus, tiens avec à quoi ils contre? dédicacer. Ouais, vas-y, vas-y, Dan. Non, mais Zach, juste pardon, mais toi, tu dis souvent, depuis qu'on a commencé cette émission, en plusieurs épisodes, tu dis, bon, quand vous êtes défensif, pourquoi pas, mais après, tu peux jouer bien la contre-attaque. Sauf que là, Très tu as bien, quoi. l'impression C'est ce qu'ils. qu'ils ont fait contre l'Arabie Saoudite. Mais là, c'est vrai que c'était. Ouais, et encore sur une séquence réduite du match, en deuxième période. Parce que sinon, tu as l'impression qu'il y a Lewandowski, il joue très très vite sur lui. Alors, il fait quelques miracles, il tient le ballon, il essaye de faire des remises, de résister à son défenseur de haut jeu. Mais après, il est seul. Il est seul où ils sont deux, en 2 contre 4, 5, 6. Les mecs se projettent pas. Il y a pas, je pense que ça manque beaucoup de vitesse dans cette équipe. Donc quand tu veux jouer en contre, à moins que tu essayes toujours d'obtenir des fautes et de jouer des coups de pied arrêtés, du coup, c'est difficile d'être dangereux en fait. C'est très difficile d'être dangereux si tu n'as pas les qualités pour contrer. Or là, à part un Lewandowski très bon en dos au jeu et pour garder le ballon, tu n'as pas le reste en fait. Zelensky est assez décevant.
dans ce qu'ils proposent au niveau des courses et puis le nombre, très faible de joueurs qu'ils mettent pour attaquer et pour contrer. Enfin, c'est quand même triste. C'est une équipe pour l'instant sur les 4 groupes là qu'on a vus, les Mmh. qualifiés, sur les 8 qualifiés donc c'est l'équipe qui fait la moins bonne impression. Enfin, je Moi, sais pas ce que tu en penses, Zach? je vais ouvrir un fonds. Genre, je vais ouvrir une fondation, un fonds, quelque chose où on va recueillir des dons pour pouvoir financer les soins des attaquants qui ont été lancés à 2 contre 5, 2 contre 4, 1 contre 4 pendant tout le mondial à coups de longs ballons. Et démerdez-vous, on arrive. Dans ce fonds, il y aura Lozano, il y aura Lewandowski, il y aura il y aura pas mal de joueurs, hein, croyez-moi, que des attaquants lancés dans des contextes absolument ignobles pour essayer d'évoluer seuls et devoir faire l'exploit face à des défenses bien regroupées, enfin bien regroupées, des défenses qui avaient de quoi bien les gérer. Et en fait, ces ballons, bon déjà, la Pologne était peu inspirée, n'a pas su quoi faire grand-chose avec ballon, a tenté énormément de longs ballons pour Lewandowski, qui a dû essayer de se dépêtrer tant bien que mal pour essayer de faire quelque chose, mais à aucun moment ils n'ont été dangereux et ça a représenté un gros souci. Et sincèrement, c'est une. Pour être honnête avec vous, c'est une sélection qui ne me fait pas spécialement peur pour les huitièmes. Je veux pas être dans l'arrogant français, oh nana machin, match déjà gagné, d'accord. Non, ce n'est pas du tout la mentale. Mais en l'occurrence de ce qu'on a vu de la Pologne, c'est une équipe qui est peu enthousiasmante, qui est pas très agressive, qui presse pas super, qui défend bien l'axe à la rigueur. On pouvait leur retenir ça de ce qu'ils avaient fait face à l'Arabie Saoudite, mais sortis de ça, ils sont pas imprenables, surtout sur les côtés. L'Arabie Saoudite leur a posé souci. Je pense que Mbappé et Dembouz leur poseront souci également. On peut noter quand même qu'en joueur phare pour l'instant de leur phase de groupe, c'est Wolczek, Chesney et ces deux pénaltys arrêtés. Franchement, à l'heure actuelle, c'est pas l'adversaire qui me fait le plus peur concernant l'équipe de France. Je suis limite content de les jouer, tu vois. Genre, Bah oui, en à fait, titre avant le match de ce soir, tu te disais: «Bon, si l'équipe de France tombe contre la Pologne, ça va être un match pénible contre une équipe, heu, très défensive, très regroupée, qui défend ouais, bien», parce j'ai ton qu'elle screen avait d'ailleurs. bien défendu jusque-là. Heu qui voilà, tu te disais: «Bon, ça peut être un match très long, pénible, qui va se décanter, qui peut se décanter en deuxième période et cetera». Sauf que là, vu ce qu'ils ont proposé, bah, alors peut-être qu'ils vont se réveiller, pour les huitièmes, hein, bien sûr et faire un match incroyable. Mais à part le gardien, en fait, ils n'ont pas réussi à faire à être efficaces dans ce qu'ils cherchaient à faire. Ils cherchaient à réduire le nombre d'occasions pour, l'Argentine, pas forcément à s'en créer, mais à limiter le danger argentin et ça a été un échec total. Ça a été un échec total. Ils ont été pris partout, même entre les lignes, sur les côtés, par-dessus. Tu peux balancer le screen que je t'ai Ouais, même en envoyé, full screen. mais Même en full screen. si on se projette, si on se projette sur le match que vont vivre les Bleus, ça va être à peu près ça. Voilà, c'est-à-dire, là, vous avez, 2 lignes de 4 plus, l'attaquant qui est en soutien de Lewandowski qui vient faire le cinquième milieu. Et alors là, il y a la passivité dont on parlait, qu'on a beaucoup vu. Il y a vous voyez Acuna en bas à gauche, dont parlait Raphaël tout à l'heure. Mais voilà le match qui nous attend en huitième de finale. Le match qui attend l'équipe de France en huitième de finale, c'est ça. Donc tu as beaucoup de possibilités face à ça et notamment, les ballons par-dessus. On parlait tout à l'heure, Raphaël parlait de la diagonale de Messi vers, Acuna. Acuna et c'est souvent, voilà, face au bloc bas, parfois tu as pas d'espace entre les lignes, les petits ballons par-dessus et on repense au gelon d'Upamecano, on repense au gelon de Tchouaméni, aux courses de, Théo Hernandez, même les courses de Griezmann parce qu'il est capable de faire les 2, recevoir entre les lignes et faire des courses et les renversements vers Dembélé à l'opposé. L'équipe Ouais. de France a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'armes pour embêter, cette Pologne, qui arrivera avec un visage très défensif et qui n'est pas l'équipe la plus armée en contre-attaque. Donc ça fait quand même beaucoup de défauts pour la Pologne face aux Bleus. Raphaël, est-ce que tu Raph, as je sais envie pas ce que tu d'ajouter en penses? quelque chose? Non, un peu de tristesse que Lewandowski soit autant utilisé à contre-emploi.
C'est-à-dire qu'il est utilisé comme un attaquant, qui doit se débrouiller seul et ça a jamais été sa grosse qualité, je trouve, à Lewandowski. C'est pas un joueur qui va partir dans la profondeur sur 30-40 mètres. C'est pas un joueur qui va faire du Lukaku, faire une remise puis partir à nouveau lui-même dans la profondeur, tu vois? Donc là, il peut pas combiner, il est quasiment jamais dans la surface adverse. Il y a pas de centre pour lui, il y a pas de petits ballons dans la profondeur pour ses courses en rupture sur 5-10 mètres plutôt que sur 30. Donc c'est une équipe d'ailleurs, le but qu'il marque contre l'Arabie Saoudite, c'est une récupération sur une relance, audacieuse de l'Arabie Saoudite, il me semble, un ballon perdu très bas par les Saoudiens. C'est un pressing, ouais, sur le goal, Ah ouais. ouais, bah Ouais, tu le vois? 2e but, ouais. Donc il y aura les coups de pied arrêtés polonais. Ils vont essayer tout sur les coups de pied arrêtés. Je pense qu'ils sont capables de jouer des touches longues, tout miser d'obtenir des corners sur certains moments, tu vois? Ils ont eu pas mal de corners contre l'Argentine, donc ça va être ça, mais ouais, ça va être un match pénible, hein. Ça va être uruguayen, mais avec moins de talent, tu vois? Donc c'est vrai que c'est encore plus pénible dans ce qu'ils proposent. J'aime bien le concept de match, plus pénible. Non, mais c'est le cas, dans les compétitions comme ça. Donc forcément, tu dois passer par là. On verra si la France a eu l'air quand même sur la phase de poule d'avoir été plutôt pas mal sur ces moments d'attaque placée. Ouais. Mieux qu'avant, mieux qu'auparavant, avec notamment un Griezmann qui est très en forme et un Dembélé qui peut débloquer des choses sur son côté et qui là va avoir pas mal d'espace parce que je pense que ça va être très fermé à l'intérieur, donc il va pouvoir prendre de la vitesse sur le côté. Mmh. Tu as peut-être une projection dans Rabiot, comme sur le premier match contre l'Australie, va faire le décalage. Ce sera important d'avoir des joueurs qui vont se présenter dans la surface comme ça a été le cas pour l'Argentine. Ouais, on parlait de la variété sur les précédentes émissions, la variété de l'équipe de France en phase offensive. Il y a vraiment, il y a vraiment plusieurs atouts. On l'a dit, la largeur avec Théo qui peut aussi demander dans la profondeur, vers lequel tu peux envoyer des petits ballons par-dessus. On l'a dit, les projections de Rabiot, la capacité Mbappé évidemment à faire la différence, des centres pour Giroud, les renversements vers Dembélé pour trouver des 1 contre 1. Il y a beaucoup d'armes dans cette équipe de France qui n'est pas une équipe qui joue sur un seul rythme et qui n'est pas une équipe qui n'a qu'une seule option en phase offensive. Donc, bon, si l'équipe est à l'endroit et que effectivement ce match contre la Tunisie a eu très peu d'impact, comme on peut l'espérer, Ouais. normalement ça devrait le faire. Normalement, il y a pas de raison, il y a pas de raison que ça passe pas en fait. Et bah écoutez, pour ce 8e, moi, à titre personnel, j'avoue que je le vois d'un bon œil et j'espère que ça va nous permettre de nous décrasser pour nous lâcher sur un quart éventuel où on affronte Angleterre ou Sénégal. En vrai, Angleterre ou Sénégal, pour le quart, c'est quand même assez intéressant en réalité, hein. Même si je pense que le Sénégal risque d'avoir des soucis, on en parlait hier face à l'Angleterre, ça peut être un quart qui te met en jambe avant une belle demi. Alors la demi, je sais plus contre qui elle serait potentiellement, mais ça, La je demi, trouve c'est qu'on a un après contre le parcours groupe, intéressant. c'est groupe F et groupe H, le premier du groupe F, le premier du groupe H, donc potentiellement Portugal ou l'Allemagne si elle termine 2e. Mais juste un truc, pardon, qu'on a oublié, c'est que la Pologne potentiellement peut aussi, défendre à 5. Faire un 5-4-1, parce qu'ils ont ils ont cette Tu tu arme-là. tu tu vois le sourire de Zach ou pas au moment Ah d'entendre oui, cette Non, mais il est théorie? vraiment trop ça heureux. m'étonnerait pas. En fait, ça m'étonnerait pas, Zach, parce que vu que l'équipe de France est encore plus dangereuse que l'Argentine sur la largeur, parce qu'à la place de Acuna, tu as Théo qui déboule et à Ouais, droite, à la place de soit Di Maria excentré, soit, Adem Booz, ouais. Molina, tu as Dembélé. Donc, vu ce que le sélectionneur polonais vient de vivre là dans ce match contre l'Argentine, ça m'étonnerait pas qu'il passe aussi à 5 et qu'il mette une ligne de 4 et que ce soit encore plus restrictif, si c'est possible, que ce qu'on a vu. J'ai hâte de voir plus restrictif encore que ce qu'on a vu. Déjà que Mexique-Pologne était un des pires matchs du mondial. C'est plutôt pas mal. Moi, maintenant, j'ai une question parce que du coup, on a un petit peu parlé de ce Pologne-Argentine, de ce France-Tunisie. Avant qu'on parle brièvement d'Arabie Saoudite-Mexique, parce que là, j'avoue qu'Arabie Saoudite-Mexique, pour le coup, j'ai vraiment pas très suivi. J'aimerais après qu'on discute des matchs de demain avec quand même un plateau très intéressant, avec le Maroc-Canada, Belgique-Croatie. Est-ce que la Belgique va entériner son mondial sous ambiance Nice Na ou pas? Et enfin, derrière, à 20h,
ça peut être le classique comme les upsets, voire les super upsets avec Espagne, Costa Rica, Espagne, Japon, pardon, et Costa Rica, Allemagne. Une Allemagne qui peut éventuellement sortir et peut-être un monde parallèle où on verrait les deux sortir, mais là je sais que les, les chances sont vraiment minus. Donc, euh, comment c'était avant, pour commencer, ce petit Mexique-Arabie Saoudite, une Arabie Saoudite qui aura quand même montré une belle phase de poule au courage, mais qui n'aura pas réussi à confirmer les belles choses entrevues face, enfin avec la victoire face à l'Argentine, où paradoxalement en fait que contre l'Argentine elle joue pas mal mais se procure pas d'occasion. Contre la Pologne elle joue très bien, se procure beaucoup d'occasions, ne convertit pas et encaisse sur contre. Et là ce soir c'était comment concrètement? Je crois qu'on n'a pas vu le match, Zach, ni Raph, ni moi. Moi, Ouais. j'ai vu les 10 La dernières fin, quoi. minutes. Ouais. Ouais, voilà. On a vu les 10 dernières minutes où le Mexique semblait pousser, et que si le Mexique marquait un but de plus, ça ne se jouait plus au carton. Ouais, vous avez vu le coup Donc, franc? le but sur coup franc, non, je l'ai pas vu, Ouais. j'ai pas encore pu le voir. Ah gars, désolé, hein, je parle de cette manière, mais je te jure que le Mexique a marqué, je crois que c'est Chavez, je crois, coup franc 30 mètres, Mmh. pied gauche, une frappasse terrible. Hein. Faudra que tu ailles voir le résumé, faudra que vous alliez voir Ah bah, le tout résumé, après mais Ouais. le l'émission, but. j'irai voir, ouais. Et Ah ouais, le but c'est terrible. une frappe qu'on peut qualifier d'énervée, Zach. Oui, 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 oui. Une frappe vraiment très inquiétante, très, très énervée. Et ça c'est plutôt pas mal. On va enchaîner, du coup, maintenant, on a parlé un peu de l'équipe de France, on a parlé un peu de Pologne-Argentine. Bon, brièvement, du coup, du Mexique, qui, au final, finit éliminé avec une phase, je dirais quand même une phase de poule très décevante, mais bon, voilà. Euh, et l'Arabie Saoudite au courage. Terminons avec les matchs de demain, avec, du coup, Canada, pardon, contre Maroc. Donc, un Canada éliminé contre un Maroc qui doit confirmer sa qualification. Un Maroc qui se qualifie s'il gagne, s'il fait match nul, et éventuellement même sur une défaite, mais pas dans 100% des scénarios, face à la petite finale également, Belgique-Croatie, où le vainqueur passe. En fait, c'est tout simple. Pas sûr de passer avec un nul, mais le vainqueur passe s'il y en a un sur ce match, avec des Croates qui ont livré une deuxième partition, enfin un deuxième match en tout cas beaucoup plus abouti que le premier, et des Belges qui n'ont pas réussi à réitérer le petit braquage qu'ils avaient fait contre le Canada en perdant contre le Maroc et en ayant de l'extra sportif qui a l'air de pas très bien se passer. Qu'est-ce que vous attendez un petit peu de ces matchs? Moi personnellement, si je peux commencer, j'aimerais bien une confirmation du côté du Maroc. Alors bien entendu, au-delà du fait que je sois d'origine marocaine et tout, c'est quoi ça, à la rigueur on s'en fout. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un Maroc qui est venu avec des intentions sympathiques lors de ce mondial, mais des intentions qui lors du premier match ne sont pas traduites par beaucoup d'occasions. Des intentions qui par contre se sont révélées très très fructueuses face à la Belgique, notamment en seconde mi-temps avec un allant offensif et surtout un jeu très débridé. D'ailleurs, encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai critiqué après la première journée une partie des sélections africaines que je trouvais très très bridées dans leur jeu, très très manque de courage un peu, tu le sentais, peut-être un petit complexe ou autre comme un truc comme ça. Et par contre, dès la deuxième journée, j'ai remarqué que pas mal ont relevé un petit peu la chose et c'est très appréciable à voir. Et je trouve le Maroc fait partie de ces sélections-là. Et donc du coup, j'espère une confirmation pour le Maroc face à des Canadiens qui n'ont plus rien à jouer, mais qui auront peut-être à cœur de ne pas terminer à 0 points. Et par contre, je vois bien la Croatie maîtriser la Belgique comme il se doit, avec un milieu de très bonne qualité. Et à moins que Martinez sorte de ses gonds et tente peut-être des choses, je les vois être toujours autant en difficulté avec une ligne de défense trop lente, pas très protagoniste à la relance, et un milieu toujours un peu hésitant. À voir qui va afficher cette fois-ci. Mais il avait fait sortir Onana, on s'en rappelle, pour le préserver. Mais ouais, c'est une Belgique qui a l'air un peu en perdition. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces deux rencontres demain? Et après, on va parler rapido de Japon, Japon, Espagne et Costa Rica, Allemagne. Alors, sur le chat, ça s'inquiétait un peu pour le Maroc qui aurait à faire le jeu contre le Canada. Je suis pas sûr que le Maroc aura besoin de faire le jeu. Je pense que le Ouais. Canada va essayer de gagner un match et s'embêtera pas à se demander est-ce qu'on leur laisse le ballon, est-ce qu'on le prend. Je pense que le Canada va jouer avec la même personnalité. Donc ça, ce sera à mon avis moins un problème. Ce serait intéressant d'avoir deux équipes africaines en huitième de finale. Il faut se rappeler qu'en Mhm. 2018, il n'y en avait aucune. Aucune équipe africaine n'avait passé le cap des poules.
En Et 2014, il y en éventuellement avait 3 encore avec le Canada, hein, enfin avec le Ghana, pardon, si le Canada passe. ça y est, on s'approprie le Canada dans la zone Afrique. Non, non, non et en 2014, ils étaient 2. Il y avait le Nigeria et il y avait l'Algérie qui avaient perdu contre la France et l'Allemagne, qui s'étaient croisés ensuite. Donc voir si la zone Afrique est capable d'envoyer un deuxième, voire un troisième qualifié, en effet, comme tu le dis, Zach. Donc ça, je suis pas trop inquiet. Après, c'est vrai que le côté dernier match de la Belgique, savoir si ça va imploser ou s'ils vont réussir à justement, au bord du drame, à sortir une perf, il y a un côté un peu, j'ai envie d'assister à la fin du monde, tu vois? Et ça fait partie de mon envie de visionner cette rencontre parce qu'ils ont enfin, tu pas à l'abri qu'ils gagnent le match, hein. Bah oui, S'ils gagnent le match, ils auront 6 points après une phase de poule où tu as l'impression que le pays était en émoi au par bord du rapport à ce gouffre, qu'il ouais. proposait, tu vois? Et c'est ça c'est ça qui est assez amusant donc ouais, forcément la Belgique-Maroc, je pense que surtout c'est ce groupe-là est le plus motivant de la journée, parce que dans l'autre, j'ai du mal à croire à des surprises. C'est pour ça que c'est moins motivant dans l'autre. Peut-être qu'il y aura des choses, mais les 2 équipes ont l'Allemagne et l'Espagne ont fait un tel match l'une contre l'autre, qui je pense les a rassurés sur pas mal de choses et j'ai du mal à les voir, fauter pardon, contre le Costa Rica ou le Japon qui maintenant sont un peu plus identifiés en plus dans ce qu'ils proposent. Ouais, 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 avance moins caché, quoi, ils sont un peu plus à découvert. Dan, qu'est-ce que tu attends, toi? Bah écoute, j'espère pour le Maroc que la charnière, si performante depuis plusieurs matchs Aguerd va Saïss. continuer, exactement, la charnière de gaucher avec Amrabat devant eux, va continuer à être à ce niveau de performance. Si c'est ça, ils vont pas craindre grand-chose parce que je suis d'accord avec Raph, le Canada va continuer à attaquer. De toute façon, vu la manière dont le Canada, évolue quand, il doit défendre dans sa partie de terrain, vaut mieux pour eux qu'ils continuent d'essayer de presser et d'attaquer. Donc le Maroc, pourra faire un match, même un peu plus défensif, ça lui ira très bien. Ils savent très bien le Oui, faire, oui. depuis longtemps. Après ça, si Saïs est en état de jouer, ce sera forcément mieux pour eux parce qu'ils ont quand même, je crois qu'il a une gêne. Ah ouais, voilà, on nous le dit sur le chat, il a une gêne donc à voir pour demain. Et ensuite, bon, il y a quand même une petite curiosité, bon, je rejoins Raph sur ce qu'il a dit sur Belgique-Croatie. Sur Espagne-Japon, j'ai quand même une petite curiosité sur, Quelle est-elle? sur la capacité des Japonais, tu vois, avec, leur dynamisme, en fonction de la compo du sélectionneur, bien sûr, mais avec leur capacité de course. S'il y a Ito, Mitoma, s'il y a des joueurs explosifs sur les côtés, j'ai bien envie de voir, ce qui va se passer quand l'Espagne perdra le ballon, parce que l'Espagne OK. l'aura. Ouais, Donc dans le dos voilà, des ça latéraux, m'intéresse. Est-ce que peut-être? ça suffit? Bah, un peu partout parce que, dans le dos de latéraux, peut-être que Alba est plus à même, ça dépend à quelle hauteur il jouera, mais de couvrir certains espaces. En revanche dans l'axe entre le latéral et le central, il peut y avoir des choses intéressantes pour le Japon si, Kamada est dans une bonne forme pour être utile sur les transitions comme il peut le faire, quand il joue très juste. Bon, j'ai envie de voir ça. Je pense que ça suffira pas. Et je pense que l'Espagne et l'Allemagne vont se qualifier. Après, pour le Maroc, tu vois, je me demande, est-ce que c'est mieux de croiser l'Espagne et c'est mieux de croiser l'Allemagne? C'est difficile de c'est difficile de quel est-ce que L'Allemagne, je c'est mieux, en dirais, gros, de terminer mais premier quoi? ouais, bah, ouais, moi je dirais l'Allemagne quand Bah, je même, demande, tu préfères quoi? Tu préfères terminer l'Allemagne. premier et croiser l'Allemagne? Ouais. Ouais, l'Allemagne. Alors déjà, il y a quelque chose de prestigieux de terminer premier dans un groupe avec la Croatie et la Belgique, tu vois. Si tu as terminé premier, ça veut sensiblement dire que tu as fait 7 points sur 9. 7 points sur 9, 0 défaite, 2 victoires, 1 nul, c'est quand même très bien. Tu arrives face à une Allemagne qui, elle, on l'a vu, est encore en train d'essayer de trouver sa meilleure formule. Ça va être intéressant d'ailleurs de voir ce que va faire en ce sens Hansi Flick maintenant que il a vu que l'expérimentation Thomas Müller en faux neuf n'était peut-être que peu efficace. Peut-être qu'on va revoir notre Niklas full Krug à nouveau, mais en tout cas, ce sera intéressant à voir. Mais je préfère largement me taper l'Allemagne qui a besoin de matchs un petit peu plus chaotiques et qui a la capacité, bien entendu, de mettre de la maîtrise face à un Maroc, mais ce sera une maîtrise qui ne sera pas portée avec le niveau de course et le niveau de désordre qui est capable de foutre entre tes lignes l'Espagne, quoi.
Genre pour moi, l'Espagne, c'est simple. S'il y a Espagne-Maroc, à mon sens, alors je supporterais, hein, bien sûr, mais on est sur du 80-20, tu vois. Peut-être que Allemagne-Maroc, c'est plutôt du 70-30, tu vois, 75. Je suis peut-être déjà trop utopique. Limite Espagne à Maroc, j'ai envie de te dire 90-10, tu vois, parce que vraiment, pour moi, l'Espagne, ils ont la configuration parfaite pour foutre le bordel parmi toutes les petites sélections en minimisant le risque de se faire surprendre, tu vois. Pour moi, il va falloir une équipe vraiment costaud, type équipe de France, donc c'est-à-dire qu'elle est capable de jouer bas tout en ayant une qualité offensive énorme et pas une qualité offensive portée par des joueurs qui sont bons par ailleurs, mais comme Ziyech ou autre, tu vois, mais plutôt du Mbappé et du Dembélé, là, oui, là, on peut parler bordel, tu vois. Mais ouais, pour moi, l'Allemagne, l'Allemagne reste bien entendu favorite, mais elle n'a pas encore trouvé sa formule et c'est plus bordélique. Alors que l'Espagne, je pense que tu te fais maîtriser. C'est difficile à mon sens. Voilà, c'est mon avis. Bon, après, déjà, il faut passer Oui, faut passer total, total. faut arriver en huitième, parce qu'il y a pas mal de matchs intéressants demain. On nous demande, c'est vrai, le peuple veut savoir, Raphaël, quand est-ce que jouent les jeunes du Red Star? Est-ce que c'est ce week-end? Euh, ouais, on va à Drancy samedi. Match entre deux équipes du 93. Drancy, leader du Le championnat bourbier de invaincu. Drancy. Exactement, le chaudron du stade Paul-André. En plus, un stade Paul-André qui est caché parce que tu entres d'abord dans la cité et le stade est au milieu. Ah, c'est le 93 qu'on aime. Non, mais c'est un club avec qui on s'entend bien. Ça devrait être correct, mais ouais, ce sera un bon match. Let's go. T'as prévu une expérimentation ou on est sur du classique là ce week-end? Comme dirait Didier Deschamps, voilà, on a un plan, on y travaille, on verra en fonction des états de forme. Voilà. Je dis rien, tu vois, rien n'est lâché dans ce que je te dis. Dis-toi que c'est cette logique qui a conduit Guendouzi à gauche puis à droite, Verretou, Fofana. L'homme est champion du monde, hein. L'homme est champion du monde, Bah donc écoute. oui, les champions du monde. Respect éternel pour Deschamps Didier ici. Et on espère qu'il Mais c'est sera. marrant d'ailleurs, je repense à un truc Vas-y. sur le match, je sais pas si vous l'êtes dit, mais avec ce milieu-là, le truc que tu pouvais faire éventuellement, c'est presser. Ouais. Si tu veux pas construire, avoir du monde entre les lignes, tu peux te dire: «Bon, je vais avoir mes occasions en pressant et en embêtant l'adversaire assez haut». Hmm, Mais même ça pas. s'est pas passé. Non, même pas. Et t'as même Ça pas mis aurait le pu pied sur être le un ballon. test, vu que tu avais pas d'enjeu, tu peux dire, ça aurait pu être un test, mais non. Et Je t'as sais même pas pas mis le pied sur le exactement quel ballon était et tu t'es fait. l'objectif. Hmm. Vas-y, vas-y. J'allais dire, t'as même pas mis le pied sur le ballon et tu t'es fait casser en deux par l'immense Aïssa Laïdouni, quoi. Ah C'est vrai qu'on n'a pas bah, parlé de lui, mais il a Laïdouni, fait on un lui a sacré rendu match encore, hein. Il a fait un sacré ouais, match, on hein. lui aura rendu hommage, souvent, dans cette émission, Laïdouni. Ouais, ouais, ouais. Monsieur Laïdouni, qui a fait un énorme match, Kazri le buteur, et des matchs quand même courageux chez certains Tunisiens. Et Laïdouni, du coup, j'ai regardé où il joue, j'ai vu qu'il jouait à Ferencváros, À champion de Ferencváros. Hongrie. Et Exactement. on parlait du 93 juste avant, c'est un enfant de Montfermeil, Laïdouni. Voilà, Ah, encore c'est ce cool ça. département plein de talent, hein, qui Équipe nourrit de le France, football plus gros français et d'autres fournisseur de la sports, coupe hein. du monde. Ah bah Totalement, oui. totalement. C'est important de le dire. Notre bonne vieille Liga Uber Eats. Moi j'avais une question parce que j'en discutais sur mon chat. Et tu sais quoi, c'est un peu un débat parallèle. Je vous explique le postulat et vous me dites ce que Oula, vous en débat pensez. parallèle, ça commence, bizarrement pour la Non, il n'y a référence. pas de bizarre dans la question, ne vous inquiétez pas. Moi, je disais, je trouve ça bien quand des fois, il y a des joueurs qui, au lieu de rester et de jouer peut-être le milieu de tableau, voire la relégation en Ligue 1, essayent de viser la chose un peu plus loin et vont jouer les premiers rôles dans des championnats un peu moins cool, enfin un peu moins cool, un peu moins gros, mais où ils finissent quand même relativement souvent champions, sont souvent payés à peu près pareil, et de temps en temps jouent la Coupe d'Europe. En exemple, j'avais Théophile Catherine au Dynamo Zagreb, Kenny Lala à Olympiakos, et quelques joueurs comme ça aussi qui finissent à Ferencváros, qui peuvent finir, après tu vois, tu connais, ça peut être du Slavia Prague, tu vois, genre des clubs un petit peu dans cette idée que tu vois très souvent en poule de LDC, voire faire des parcours pas infamants en Europa League. Et c'est un quotidien qui change parce que, ok, t'es dans un nouveau pays et tout. Je critique pas les joueurs qui jouent dans des équipes milieu de tableau, bien sûr. Je ne critique pas. Je dis juste que j'apprécie quand des fois des joueurs vont chercher un challenge sportif un peu différent dans des pays peut-être moins huppés, mais qui, in fine, sont peut-être
à la fin plus intéressant. Vous en pensez quoi de ça? Après, il y a une donnée qui est importante quand tu parles avec des joueurs qui ont vécu ces parcours-là et quand tu es éducateur, tu en croises beaucoup parce qu'ils reviennent en France, leurs petits jouent au foot ou ils viennent coach Ouais, aussi. C'est que plus tu t'éloignes en général et plus tu vas dans des championnats du coup à petite réputation et plus la ouais, sécurité financière, diminue. C'est-à-dire que d'un d'accord. jour à l'autre, d'un mois à l'autre, d'un match à l'autre, tu es payé ou pas. Pour avoir parlé avec des joueurs qui sont allés dans l'est de l'Europe ou qui sont allés en Grèce, en Turquie, voilà, tu pas payé et tu vas pas monter dans le bureau du président pour dire: «J'ai pas été payé, donnez-moi les sous», tu vois? Parce qu'il y a quand même Ouais, OK. des influences extérieures et internes d'ailleurs dans les clubs qui font que en général, quand ça se passe mal, tu retournes chez toi, tu vois? Et d'ailleurs, bon, il y a des D'accord. gens qui ont dit que Kenny Lala, ça s'était mal passé, ouais, ça a mal C'est fini, vrai, il a été c'est cut. vrai, tout à fait. Donc voilà, tu peux t'exposer en effet, surtout que maintenant avec la conférence, cup, tu as une nouvelle compétition où tu peux jouer en Europe dans des clubs de parfois seconde zone dans des petits pays, mais qui font que tu vas être vu. Après, tu as d'autres données qui font que les joueurs hésitent aussi parce que tu pas tu vois, tu joues en Ligue 1, tu sais que tu vas être payé. Heu, Tu joues en Ligue 2, tu sais que tu vas être payé. Dans la Bah, plupart des c'est vrai que cas, c'est parce qu'il y juste a des prérogatif du fait d'être sûr d'être payé, je m'en rendais pas compte, mais après, dans les clubs que j'ai cités, je suis pas certain qu'il y ait souvent des impayés. Genre à Dynamo Zagreb, des trucs comme ça, j'ai pas l'impression que ce soit les clubs shady, non, pas qui peut-être forcément dans le les 7e de top, Turquie ou le ouais. 4e, tu vois? Pas dans les top, tu vois? Mais tu as quand même une stabilité qui est fluctuante, tu vois? Dans ces OK. contextes-là, donc ça joue. Après oui, ça permet à certains joueurs de se révéler, hein. On peut penser à je crois que c'était Bardon qui avait joué souvent longtemps à l'étranger, Barbosa à un moment était parti aussi, donc il y a des joueurs qui vont là-bas s'exporter un peu et qui reviennent. Heu, mais c'est vrai que ça permet quand même de se montrer. D'ailleurs Lorient, il me semble que Talbi, il était, en Turquie, je crois, si je ne m'abuse, Ouais. heu et il est revenu comme ça. Donc voilà. Mais c'est une donnée à jamais oublier quand on pense aux risques que les joueurs prennent quand ils vont bah, je dis tu vois, je dis qu'il était en Turquie, mais non, il était à Kazan en plus, Talbi, donc je confonds avec un autre joueur qui était en Turquie. Mais voilà, faut s'en souvenir quand les joueurs partent dans ces championnats-là. Tu penses quoi toi du coup, Dan? Non, pas grand-chose à rajouter, mais j'ai quand même l'impression que ce sont des joueurs qui ont d'abord essayé de chercher, dans des pays plus proches ou en France et qui après, Ouais. parce qu'ils ne trouvaient pas, se sont exilés. C'est rare que ce soit un vrai Ouais, choix. le premier choix, ouais. Heu, Après moi j'aime bien, voilà, j'aime bien, quand Gignac, est une star, au Mexique, c'est des trucs que j'aime bien plutôt qu'être, remplaçant en Ligue 1 ou, je trouve que c'est cool comme choix mais, voilà, il avait la langue pour lui, et puis cette envie d'y aller. Ça fait partie des petites histoires sympas mais encore une Il y fois, ouais, je avait pense que c'est toujours un deuxième choix, Ah, en fait. je pensais que dans le genre, monsieur Dan Pérez serait plus romantique que ça. Non, mais il est romantique dans d'autres domaines, Zach, comme tu as pu le voir dans ses œuvres musicales. Qu'est-ce que tu c'est voulais ajouter, reparti. Raphaël? Non, je voulais parler parce qu'on parlait d'exemples de joueurs qui allaient vivre des expériences à l'étranger pour, justement par passion. Il y avait eu il y a quelques années, bon ça avait pas duré longtemps et c'était pas resté dans les mémoires, mais Daniel Eder Rossi était parti à Boca Juniors. Je sais pas si vous vous rappelez, pour Ouais, finir sa ouais, ouais, carrière. tout à fait, ouais. Tu vois, il était pas allé en MLS ou, dans les championnats du golf où les salaires sont énormes. Il avait essayé de vivre cette expérience-là, ça avait pas duré, mais j'avais trouvé ça intéressant de voir que le gars, par passion du foot et de ces ambiances-là, était parti là-bas. Après, tu as d'autres joueurs qui reviennent au pays parfois. Alors Trezeguet à River Plate, c'était magnifique par exemple et des moments comme Tout ça, à fait. mais oui, c'est vrai que le côté premier choix est important et Dan le dit, parfois tu y vas aussi dans l'est ou en Grèce, en Turquie parce que ton agent a réussi à trouver un deal intéressant et que c'est une chance pour toi de rebondir. Et après, ça dépend des réseaux de chacun également. Et le grand, Fares Balouli au Metalist Kharkiv, qu'est-ce qu'on Ça, c'est le Lyonnais en toi qui parle, là. Je l'ai vu sur le chat, mais ça, c'est le Lyonnais, ça. On se rappelle encore des époques sur Twitter où il y avait toutes les compiles de Balouli tous les week-ends qui tombaient. Et écoute, non, non, mais Et qui est maintenant mais bon. d'ailleurs, il est passé en D1 puisqu'il est à Dnipropetrovsk, je crois. Si ouais, j'ai c'est bien ça, c'est ça. suivi, les updates réguliers de mes amis, Sofiane, Pierre Prugnot et compagnie, tous ces Lyonnais qui m'obligent en fait, par amitié à suivre la carrière de Fares Balouli. Là, Les il est à gars, Dnipro, Fares voilà, c'est ça. Balouli a éteint la D2 ukrainienne et monté en D1 de manière très, très, noble et joue maintenant dans un contexte compliqué. Il mérite le respect.
C'est un joueur à la carrière un peu atypique, mais qui au final est quand même respectable. Donc Alors, une dédicace, petite anecdote dédicace à sur lui. Balouli. Une petite anecdote, si tu veux, sur Balouli. Vas-y. Et je... avant que Bielsa aille à Lille, je discutais un peu avec certains membres de son futur staff Ouais. et qui me demandaient notamment, qui me faisaient parler de Lille, des joueurs, etc. Et, et donc, il y en a deux d'entre eux et qui m'ont dit ah oui, mais Lille, on sait qu'il y a Balouli. Et en fait, Ok. et Bielsa l'adore parce que depuis le tournoi de Toulon, le fameux tournoi de Toulon dont les Lyonnais parlent et ça fait partie des compétitions de jeunes que suit Bielsa et en général les mecs qui bossent pour lui. Il adorait Balouli et il savait qu'à Lille, il allait retrouver Balouli et c'était une grande joie. Et je pense que Balouli peut avoir beaucoup de regrets de ne pas avoir pu profiter plus de ça. Alors même si après, Bielsa a fini par sauter assez rapidement, mais il a quand Oui. même joué, il aurait pu un peu plus en profiter. Et Bielsa a tout fait pour essayer de le mettre en bonne condition, mais même là-bas, même avec un coach qui l'adorait et ça a pas trop marché pour lui. Après, on espère que voilà, en Ukraine, ça ira bien et qu'il arrivera à réapparaître en Europe. Ça fera plaisir à tous les gens qui misent sur lui et qui espèrent voir des choses extraordinaires de lui depuis 10 ans maintenant, je pense. Ouais, après, je pense que là, il est un peu sur le tard s'il arrive déjà à voir. Là avec Balouli, on est déjà à un point où s'il a déjà une carrière professionnelle respectable, c'est déjà pas mal, tu vois. Genre, avec le fait d'être payé, on est arrivé à un point où avec le fait d'être payé pour jouer au football, c'était quand même bien. T'imagines quand même le niveau de négociation et de deal trouvé que ça a dû être pour aller trouver de la D2 ukrainienne quand même. Genre l'agent et tout, ouais, alors on a trouvé un club qui était prêt à te prendre Et en c'était D2 pas de la ukrainienne. D3 là-bas, c'était de la D3. Il arrive en Mais troisième div. oui, 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 c'était de la D3, après c'est monté en D2 et au final il s'est fait recruter en D1 à Ah. Dnipro, ouais. C'est exactement comme Ah, ça on que a ça parlé de s'est. Balouli sur un débrief de Coupe du Monde. Non, mais le lobby lyonnais est beaucoup trop fort. Et on est obligé. Alors, je vois le nom apparaître et en tant que suiveur parisien, je me glisse dans Ervin l'intervalle, Ouganda. évidemment. Ervin Ongenda, évidemment, immense talent. L'un des plus grands talents de ces 15 dernières années qui soit passé par le PSG, le centre de formation du PSG. Et malheureusement, il a eu une carrière très, très C'était lui qui compliquée. était pété à Utrecht tout le temps, lui? Ou c'est Ah, l'autre, c'était c'est Non, Baebek? Baebek, en fait. c'est Baebek qui Ouais, allait c'est en Pays-Bas Baebek qui plusieurs a fait fois. 80 fois Utrecht, ouais. Et je finirai par l'anecdote de Baebek. Je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo. Baebek qui a fait À un prêt à Valenciennes. Valenciennes bon, et qui en début de saison dit aux supporters, ouais, je vais essayer de marquer 10 buts. Voilà, je vous promets 10 buts. Et puis la fin de saison, Valenciennes, ça se passe très mal et il se fait invectiver par des supporters valenciennois qui Ouais. disent qui disent: «Mais tu nous avais promis 10 buts, JC!» Et il y a quelqu'un, je sais pas si c'est sa copine, une amie, qui dit: «Bah, il en a mis 2, c'est pas mal!» Comme ça. Je vous conseille la vidéo si vous pouvez la regarder. La vidéo de Baebek à Valenciennes, il est tellement mal à l'aise, Baebek, que voilà, ça fait un peu de peine. Mais Baebek, génération 93, grande génération du foot français, Pogba, Varane, Lucas Digne, Florian Thauvin. Et ma génération aussi, ce qui peut expliquer pourquoi évidemment je n'ai pas percé, la concu était trop forte. Je terminerai du coup pour conclure cette émission les carrières respectives de nos amis Nganda et Baebek. Baebek après Paris va au Pex Wall pour 3 matchs, au Real Murcie pour 2 matchs, passe 2 ans au FC Botoșani en Roumanie. Le FC Botoșani est un club très connu pour ses liens mafieux, Zerovan. Revient au Chievo Vérone au final, donc on se dit peut-être, tiens, de la Serie A, il fait seulement 3 matchs. Il retourne pour 2 ans au FC Botoșani, 54 matchs à nouveau, et joue actuellement à l'Apollon Limassol. Et pour Jean-Christophe Baebek, là, on est vraiment sur quelque chose de taré. Donc, il est prêté à 3, Valenciennes, Saint-Etienne, Pescara, Utrecht. Après Utrecht, il signe là-bas, 34 matchs, 10 buts en 2 ans. Ensuite, attention, il va au Partizan Belgrade, donc c'est un petit peu dans l'esprit de ce que je vous ai dit, hein, c'est un peu... Hein, donc il va au Partizan Belgrade, 8 matchs, 1 but. Et les amis, actuellement, il joue à l'Atlético Palmaflor en Bolivie. Mais il y avait eu un reportage, je ne sais plus qui, sur Baebek en Bolivie, donc je vous conseille d'aller jeter un œil. Il me semble que c'était assez intéressant ce qui vit là-bas.
Archi intéressant de voir qu'il joue, mais oh là 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 là, notre ami Jean-Christophe Baïbec qui a marqué son premier but face à l'Universitario des Sucre le 15 mai 2022. Donc voilà les amis, c'est terminé pour ce débrief. Bon, vous avez capté, à la fin on était un peu en roue libre, on rigolait un peu de tout et tout, c'est aussi ça, les débriefs. J'espère que ça vous fait passer de bons moments, sachant que c'était pas non plus, on va pas se mentir, la journée la plus chargée entre le match de l'équipe de France qui était pas ultra intéressant et malgré tout le match d'Argentine qui était intéressant mais qu'on a débrief. On revient demain à 23h pour discuter du coup de la fin de la poule du Maroc, de la Belgique, de la Croatie et du Canada, ainsi que de la fin de la poule de l'Espagne, Allemagne, Japon, Costa Rica. Ça sera très intéressant. Demain 23h comme d'habitude, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch de l'équipe FR, comme ça quand vous recevez la notif quand on lance live, vous êtes là, oh trop bien, j'ai failli oublier le Saiyan tactique. Et si jamais vous l'oubliez, parce que ça peut arriver. Comment? Et vendredi, l'équipe type avec, avec tout le monde. Ouais, c'est ça, vendredi, à la fin du premier tour. N'oubliez Bien pas. fait. Vendredi, fin du premier tour, on vous fait nos équipes type de la poule, enfin des poules de CDM. Et comme j'ai dit, si vous loupez un replay, c'est sur la chaîne YouTube de l'équipe ou alors disponible en podcast. Merci à vous d'avoir suivi. On vous remercie pour votre fidélité et on vous dit à demain les amis. Passez une bonne fin de soirée. Ciao, Ciao, ciao. Ciao. bonne soirée. Salut.